à tous et merci de nous rejoindre à Lisbonne au Portugal pour une émission consacrée à l'agriculture sous l'angle de la sécurité alimentaire. Car les dernières années ont été émaillées par un certain nombre de scandales sanitaires qui ont ébranlé la confiance des consommateurs. Alors nous irons regarder de plus près dans l'assiette de l'Européen moyen pour la comparer avec celle des consommateurs des autres continents. Mangeons-nous mieux ou moins bien? Nous irons manger un peu partout dans le monde. Et puis, nous irons à la rencontre d'invités, comme toujours, avec nos reportages. On en saura plus sur la toxicité, la traçabilité, l'étiquetage. Mais tout de suite, nous sommes au Portugal, ce pays où l'agriculture représente encore 2,3% du PIB et emploie 9% de la population, pour en savoir un peu plus sur ce régime méditerranéen très apprécié des touristes, mais qu'il va falloir regarder à la loupe. Et pour commencer, nous sommes à une demi-heure au sud de Lisbonne, dans un champ de carottes, pour y rencontrer Isabelle Berger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auditeur en certification à SGS Portugal, c'est-à-dire que au-delà de ça, qui est véritablement finalement la traçabilité de la carotte, ça indique d'où elle vient, c'est ça? Ça indique exactement quel est le pays d'origine et plus que ça nous indique aussi quel est le producteur et même quel est le champ du producteur. On vient visiter les producteurs au moins une fois par année, quelquefois on vient aussi sans prévenir, par surprise, et on vient voir les bonnes pratiques agricoles. On regarde l'aspect de la culture elle-même, comment elle se développe. On regarde par exemple des mesures qu'ils peuvent avoir mis en pratique comme celle-là, qui est de contrôler le niveau et le type d'insectes pour voir s'il y a des insectes qui peuvent nuire à la culture qui sont en train d'apparaître ou même qui sont des vecteurs d'autres virus qui peuvent apparaître. Et ils ont aussi par exemple de l'arrosage, donc voir comment est-ce qu'ils contrôlent leur arrosage. Donc tous ces aspects, on évalue avec le producteur. Bonjour. Olá. On voudrait un petit peu une présentation de savoir comment est votre entreprise Primo Horta. C'est un groupement de producteurs. En termes de production, vous avez 20 000 tonnes de carottes. De carottes par année, oui. 2 000 tonnes par année de pommes de terre et 1 000 tonnes par année, approximativement jusqu'à 1 000 tonnes par année de oignons. D'accord. Et combien de personnes vous employez? Nous avons jusqu'à entre 35 et 40 employés. Vous avez des certifications que vous avez obtenues? Nous avons des certifications et c'est surtout une demande des clients et une plus pour notre organisation aussi. Évidemment, un peu de tapas, allez. Olá. Olá, bom dia. Bom dia. Olha, queríamos uma tábua mista. Uma tabuinha mista do fromage de Brebis. Ah oui. Vient du nord de Portugal, la région du Castelo Branco. Ah, et le jambon? Du jambon, Là, vient du sud, la région de Alentejo. C'est dans la zone est de l'Alentejo, tout près de l'Espagne. Et c'est vous qui le certifiez? Oui. Vous le certifiez celui-là? On certifie l'entreprise qui fait ces produits. Et voilà, le jambon au fromage. Alors c'est quoi ces petits trucs-là? Alors c'est des haricots verts frits. Ah bon? Ils appellent ça les poissons du potager parce que normalement oui. c'est les fritures de poissons qui sont faites comme ça. Est-ce que nous, les Européens, on a plus de chance que les autres peuples? Est-ce que globalement on mange une meilleure qualité? Moi je vous dirais que oui, parce qu'on a beaucoup de produits très diversifiés et on a réussi à les faire évoluer en étant dans un régime bien réglementé qui nous permet de la sécurité du produit et en même temps de maintenir la diversité. Et la traçabilité, c'est pas juste un concept comme ça, c'est pas un 20 mots, ça correspond à vraiment des mesures qui ont été prises à marche forcée par l'Union européenne? Oui, de nos jours, les produits sont traçables. Surtout les viandes, ça a été le grand focus, ça a été sur les viandes, et les viandes, il y a inclusivement tout un système de traçabilité des animaux eux-mêmes au niveau européen et au niveau portugais, il y a tout un système aussi. Mais d'une façon générale, la traçabilité est assurée. Si on achète les produits, même sur le marché d'à côté, on sait d'où est-ce qu'ils viennent. C'est vrai que les consommateurs, en attendant, ils entendent parler de plein de scandales. Là, on va manger, alors mangeons-le
croquer dedans sans crainte. Il y a des œufs là-dedans, par exemple. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être conscient aussi que... Il y a le scandale du fipronil. Oui. Il y a la confiance qui commence à être ébréchée quand même, non? Mais en même temps, il faut être conscient que si on a ces informations, c'est parce qu'on sait ce qui se passe. C'est le système qui fonctionne, qui lance ces alertes, qui permet qu'on aille récupérer les produits qui ne sont pas conformes. Tout ce système, et la traçabilité est indispensable pour ça, parce qu'une fois qu'on a découvert ce scandale, on a pu essayer de localiser où sont tous les produits, ce qui était impensable il y a une dizaine d'années. Moi, je crois que c'est une bonne nouvelle. C'est plus un problème de fraude peut-être que même de traçabilité réelle? La sécurité alimentaire maintenant, de nos jours, on a un bon niveau, les agents sont informés, tout le monde est informé. Mais maintenant, on est sujet à ces problèmes de fraude. On a vu avec la viande, on a vu avec ces produits qui sont utilisés qui ne devraient pas l'être. Et là, c'est encore plus difficile, c'est encore un nouveau défi. Oui. La confiance dans le consommateur a été ébranlée, notamment à l'occasion d'un certain nombre de scandales qui ont produit d'ailleurs des avancées de l'Union européenne. C'est le cas très récemment du fameux scandale sur les œufs empoisonnés au fipronil. C'est un insecticide qu'on a retrouvé dans une majorité de pays européens. Alors nous sommes allés enquêter sur les questions de traçabilité et d'étiquetage dans un pays très symbolique. Il s'agit de la Belgique. Regardons ce reportage d'Anaïs Guérard. La viande bovine, un aliment suivi à la trace. Depuis l'étable jusqu'à la table, elle est à l'origine même d'un système de traçabilité élaboré dans les années 90, après le scandale de la vache folle. Dès sa naissance, c'est-à-dire dans la première semaine de vie, chaque bovin est identifié par une paire de marques auriculaires. Chaque oreille va porter un numéro, comme vous voyez ici, numéro qu'il va garder toute sa vie. Pour cet agriculteur, premier maillon de la chaîne, la traçabilité est un élément primordial, car sans papier d'identification et contrôle en règle, pas de vente ni d'abattage possible. De la carte grise qu'on a scannée, qu'on a mis dans le système, qu'on récupère dans notre système à nous, et automatiquement l'ordinateur met les informations comme il faut sur les étiquettes. Allez, allez. L'animal est ensuite contrôlé en partie par un vétérinaire détaché par l'Agence nationale de sécurité belge, l'AFSCA, et par l'abattoir. 56-50, voilà, celui-là est bon. Ce numéro suivra la bête sous toutes ses formes. Quand l'oreille s'en va, des étiquettes inarrachables sont apposées à la carcasse. Législation européenne oblige, chaque étape est inspectée régulièrement. En Belgique, l'Agence nationale réalise 70 000 inspections par an, en plus d'un autocontrôle obligatoire. Le système d'autocontrôle, qui est une règle européenne, est le point principal de la sécurité alimentaire. C'est la responsabilité de toute entreprise d'appliquer elle-même des mesures pour faire en sorte que la chaîne alimentaire et la sécurité alimentaire soient garanties. Spécificité belge, la notification obligatoire. Chaque laboratoire doit avertir immédiatement l'Agence nationale en cas d'anomalie. Ce système a permis de révéler l'affaire des œufs contaminés au fipronil, scandale qui a touché plusieurs pays européens, dont la Belgique. Suite à ce problème de fraude et non de traçabilité, la Commission européenne envisage de renforcer la coopération entre le réseau de lutte contre la fraude et le système d'alerte rapide. Ça a commencé en avril 1997. Et depuis, on a amélioré le système et désormais, nous avons un système unique et l'un des plus robustes au monde. Pourtant, depuis le scandale de la viande de cheval en 2013, il y a un point sur lequel la Commission traîne des pieds, l'étiquetage des produits transformés. Malheureusement, il y a encore du progrès à faire. Ici, par exemple, on a des burgers à la viande de bœuf. Mais en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que comme on a rajouté quelques épices, voilà, il y a 95% de bœuf, 5% d'épices, et bien à ce moment-là, il n'y a aucun étiquetage obligatoire de l'origine de la viande. Donc cet étiquetage ne vaut que pour la viande fraîche, non transformée. L'étiquetage des produits transformés, la France l'expérimente depuis début 2017. Bruxelles lui a accordé une période test de 2 ans. Elle rendra son rapport à la Commission fin 2018.
Alors, nous nous retrouvons maintenant à l'Institut supérieur d'agronomie de Lisbonne, au milieu des orangers, en compagnie de Luís Capulos Santos. Bonjour. Vous êtes le ministre de l'Agriculture du Portugal. Et d'ailleurs, quand vous mangez au Portugal ou dans les autres pays européens, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes mieux protégé? Il y a eu toutes sortes de crises alimentaires. La plus importante pour le Portugal, ça a été? La grande crise que nous avons connue a été de la vache folle. Parce qu'à cette époque-là, nous importons des farines du Royaume-Uni, et comme vous le savez, était le pays où le problème a commencé. Et a été un problème très très dur. La confiance des consommateurs s'est perdue et a été très très difficile à récupérer. Mais heureusement, nous n'avons pas connu d'autres crises. Même la plus récente, les fipronil, nous ne l'avons pas connue. Alors vous, au Portugal, vous n'êtes pas autosuffisant du point de vue alimentaire. Nous avons une capacité d'approvisionner au pays plus ou moins de 80%. Il y a des produits où nous sommes excédentaires, le lait par exemple, mais surtout dans la viande bovine, viande ovine, même porcine, nous avons besoin d'importer. Alors justement, l'Union européenne a mis en place une nouvelle politique agricole commune 2014-2020 qui est censée être plus verte. Et est-ce qu'elle garantit, selon vous, plus de sécurité alimentaire? Est-ce qu'on a progressé vraiment? Oui, je pense que la réforme depuis 2014 a confirmé les règles sur la question de la sécurité alimentaire que nous avons déjà. Et donc nous avons perfectionné les systèmes, surtout la question de la traçabilité. Nous avons progressé aussi beaucoup sur la question de l'étiquetage, parce que nous avons toujours un problème. On ne peut pas faire un système d'étiquetage qui a beaucoup d'informations que ça, d'après, devient inintelligible. Il faut avoir un étiquetage avec des éléments informatifs essentiels, avec des mots qu'on peut lire. Alors parlons plus précisément du glyphosate qui a suscité beaucoup la polémique en Europe. Est-ce que vous, le Portugal, qui vous êtes abstenu, vous avez quand même des inquiétudes sur le renouvellement pour 10 ans de cette substance qui est considérée cancérigène par certains? D'un côté, nous savons que tous les pesticides ont des conséquences négatives pour la santé publique. Et pour ça, mais d'autre côté, on a besoin de les utiliser. Et surtout dans les pays comme le Portugal, où la température facilite la reproduction et la multiplication des insectes, des pragues, des maladies. Et une agriculture compétitive a besoin de contrôler ces éléments. Donc nous avons adopté déjà des mesures nationales qui ne permettent pas l'utilisation dans les espaces urbains. Dans l'agriculture, on le permet et on attend des explications scientifiques parce que ceux qui sont disponibles disent qu'il n'y a pas de problème, mais nous ne sommes pas absolument sûrs. Merci Monsieur le ministre de cet entretien. Merci. Alors il y a le glyphosate bien sûr, mais il y a aussi les autres pesticides, des pesticides qui inquiètent décidément les consommateurs. Notre reporter Alix Le Bourdon est allé retrouver leurs traces un peu partout en France. On regarde tout de suite son reportage. Au petit matin sur le marché central de Rungis, cet arrivage de pommes va subir un traitement particulier. Avant de rejoindre les étals, passage obligatoire par la case contrôle, cet employé de laboratoire vient lui-même prélever un échantillon pour mesurer les éventuelles traces de pesticides dans ce lot. C'est à peu près une analyse de 400 résidus de pesticides. Potentiellement, il y a plus de risques sur certains produits qui sont plus sujets à des conditions climatiques particulières. On imagine très bien par contre que, par exemple, que la salade est quand même plus à risque qu'une pomme, juste par rapport à la nature intrinsèque en fait, du produit. Le contrôle n'est pas obligatoire, mais ce grossiste se l'impose près de 40 fois par an. Une démarche coûteuse, mais nécessaire selon lui. Alors c'est vrai que la qualité des produits n'a jamais été aussi bonne aujourd'hui, mais qu'il y a une anxiété chez le consommateur. Donc évidemment, c'est le sens du moment de savoir leur prouver, leur démontrer que ce que nous faisons, ce que nous vendons est sain et bon. Sur l'année 2016, aucun échantillon testé par l'entreprise ne dépassait les limites autorisées de résidus. Mais pour la Confédération paysanne, ces démarches sont insuffisantes.
le syndicat milite pour une éradication des pesticides. Sur la question des perturbateurs endocriniens, les limites maximales de résidus sont bien trop élevées. Ils ont des effets délétères sur la santé humaine à des doses quelquefois des milliers de fois inférieures à la limite maximale de résidus autorisés. Une suppression totale bouleverserait les pratiques agricoles. Ce producteur a choisi la voie médiane. Depuis 2011, il adhère à un réseau de fermes engagées à réduire les pesticides. Il a diversifié ses cultures. Mais les cultures comme le tournesol févrole sont beaucoup moins demandeurs en produits phytosanitaires, que ce soit herbicides ou... Enfin herbicides non, pas vraiment, mais fongicides oui, insecticides aussi, ça permet aussi de baisser. Pour autant, Hervé Thomain n'imagine pas abandonner totalement les pesticides. Pour se débarrasser du chardon, par exemple, il n'a d'autre choix que de se servir de glyphosate. Le bio, c'est encore une autre façon d'être. C'est une autre façon de travailler. Après, je sais comment on a un voisin pas très loin qu'en fait, je sais comment ça fonctionne. Bon, je suis pas prêt à faire ça. Je l'utilise beaucoup moins, mais de la passer au bio, pas pour le moment. Fin novembre, vote stratégique sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne. La France mène la fronde pour réduire la durée de cette licence. C'est la fin de notre quête de sécurité alimentaire ici à Lisbonne et sur le vieux continent. Et nous allons maintenant prendre le large, passer outre-Atlantique vers les États-Unis, où nous allons évidemment poursuivre notre périple culinaire. C'est tout de suite, juste après la pause. Restez avec nous. Reporter, présenté par Antoine Cormery. Il vivait jusque-là une vie des plus normales. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, tout a changé. Les agressions et les actes d'intimidation envers les citoyens américains de confession musulmane se sont multipliés. Aujourd'hui, comment font-ils face à la montée de l'islamophobie dans leur pays? Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.